j'allais présenter 4 cas d'étudiants qui représentent un peu les enjeux de recherche et aussi la pratique des enseignants et les difficultés des élèves. Donc, le premier, vous avez un élève inuit qui est souvent absent. Quand il est en classe, il a l'air fatigué, désintéressé, il semble démuni face aux activités scolaires. L'enseignant sympathise avec son contexte de son élève. Elle essaie d'investir beaucoup dans l'aspect relationnel. Elle a un groupe multiniveau avec beaucoup d'absentéisme. Donc, même si elle veut organiser des activités innovantes, motivantes, c'est très difficile. Donc, elle a tendance de retomber à remplir des cahiers d'exercices. Et même quand elle organise des activités innovatrices, les élèves participent peu, donc elle est découragée. Elle a un sentiment que oui, elle arrive peut-être à motiver les élèves, mais la motivation ne se traduit pas vraiment à un savoir-faire, vouloir faire versus le savoir-faire des élèves. L'élève ne dit pas grand-chose. Souvent, il dit soit qu'il est fatigué ou qu'il ne sait pas. Même élève, on le voit dans le contexte extérieur de l'école, dans l'absence de son père, il s'occupe de ses frères et de ses sœurs, il va à la chasse et puis ou à la pêche, il peut collecter la nourriture pour plusieurs maisons, il show de leadership, il est décisif, c'est comme un autre individu qu'on voit à l'intérieur de la classe, c'est deux individus complètement différents. Mais l'image qu'on voit de son contexte, ça c'est une image de la presse de février 2012, c'est une image du Nord qui est un peuple démuni, qui est soit un victime ou persécuteur. Donc c'est devenu un peu l'histoire unique de leur contexte. Ces jeunes vivent à la croisée de ces deux cultures, deux langues, des fois trois langues. Ils vivent majoritairement dans un bilinguisme soustractif. Ils ne maîtrisent aucun des codes vraiment linguistiques du fait des interférences. Ils doivent passer d'une culture première orale à une culture de seconde scolaire écrite. C'est le même enjeu pour les enseignants inuits qui doivent gérer cette difficulté. En même temps, sont très peu nombreux les élèves qui finissent le secondaire, encore moins ceux qui vont compléter le cégep. Alors, l'éducation dans le Nord est très contestée. Est-ce qu'on devrait enseigner, mettre l'accent sur la culture, la langue inuktitut, ou on devrait mettre le focus sur les aspects scolaires et académiques? Est-ce qu'on s'attarde aux questions de comportement et des difficultés des élèves, l'approche de compassion, et on baisse les attentes, ou non? Alors, qu'est-ce qu'on considère un succès dans ce contexte inuit? Est-ce que cet élève est un échec ou non? Deuxième cas, c'est un jeune, voilà un élève qui a l'air distrait, qui est enthousiaste, mais son enthousiasme l'empêche d'attendre son tour, il vous interrompt tout le temps, il vous semble impulsif, il veut tout faire, mais il se lasse vite, il ne suit jamais les consignes, il frôle l'échec tout le temps. Vous l'avez envoyé voir l'orthopédagogue pour qu'il arrive à mieux poursuivre les consignes qui sont nécessaires à sa réussite. Mais malgré son impulsion, c'est quand même un élève qui est très capable de voir des patterns. Il est très bon à l'échec, des jeux stratégiques, à résoudre des problèmes. Vous lui donnez une activité en classe, vous demandez aux élèves de construire une pyramide. Évidemment, ils décident de choisir celui qui est le plus compliqué avec une base heptagonale. Ils passent des heures à le construire. Vous avez donné comme consigne que ça doit être une pyramide qui doit ouvrir pour mettre un message pour un de leurs amis. Il arrive avec son pyramide heptagonale. Évidemment, il n'a pas suivi les consignes. Son pyramide s'ouvre pas.
Alors, vous dites, OK, comme c'est important qu'il apprend l'importance des consignes, est-ce que vous dites que c'est une réussite ou non, ou vous lui donnez un C parce que son pyramide ne suivait pas les consignes? Est-ce que cet élève est un échec? Est-ce qu'on doit le déplacer, de le mettre dans un groupe plus faible? Est-ce qu'on doit donner la médication? Est-ce qu'on doit lui faire un plan d'intervention? Pour avoir l'aide, il faut lui donner l'étiquette. Si je lui donne l'étiquette, est-ce qu'il va être pris dans cette situation? Troisième cas, vous avez un élève allophone qui vient de secteur de classe d'accueil. Il prouve des difficultés en français. Il ne parle pas beaucoup. Les projets sont vraiment difficiles pour lui parce que ses parents ne parlent pas le français, donc ils ont difficulté à l'aider, à le guider. Il semble découragé. Il réussit bien ses maths, mais qu'est-ce qu'on fait? Comme il ne maîtrise pas bien le français, est-ce qu'on le permet d'avancer d'un autre niveau ou non? Il a tendance de feuilleter un livre dans sa propre langue, mais comme on veut qu'il maîtrise le français, on lui donne un livre en français, on lui propose de lire en français. Comme l'élève inuit, cet élève aussi vit le clivage entre culture parentale et scolaire. Ses connaissances et ses expériences, tout d'un coup, n'ont aucune valeur ou aucune utilité dans son contexte. Donc, c'est comme il repart de zéro. Il veut essayer d'estomper ses différences en niant complètement des fois son identité pour devenir comme les autres le plus rapidement possible. Donc, le clivage qui se creuse encore plus. Langue et identité culturelle, on sait bien qu'ils sont des défis dans l'intégration sociale et trajectoire. Mais la langue maternelle, je pense qu'on va là aussi qui disent qu'il y a aussi, c'est pas nécessairement une adversaire de français. Donc, elles disent que la langue, c'est la langue de cœur, de souvenirs, de sentiments, d'appartenance, peut servir de fondement à tout apprentissage. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce on a tendance à avoir des fois une approche déficitaire parce que la diversité est perçue comme une manque à combler, quelque chose à corriger, diluer, contrôler, le rendre moins nuisif. À la place de regarder peut-être leur grande capacité d'adaptation. Et enfin, vous connaissez tous bien ce modèle, le fameux schéma narratif qu'on utilise pour enseigner à nos enfants comment construire une histoire et apprendre à écrire. On espère qu'ils arrivent à des histoires bien structurées, que l'élève apprend à s'exprimer ses sentiments à travers ces histoires et développe des compétences d'écriture. Malheureusement, on voit des fois, si vous avez des garçons, c'est que l'histoire commence par le bataille. Donc, à un certain âge, pour eux, l'important, c'est la scène de bataille. Est-ce que c'est une difficulté parce qu'ils n'ont pas nécessairement suivi le schéma classique de schéma narratif? Est-ce que l'élève est motivé pour l'écriture, mais après on lui dit il faut suivre le schéma narratif. Alors je ne sais pas combien de fois j'ai vu que les élèves après se transforment leur histoire par « il était une fois » à écrire des histoires vraiment plates qui les intéressent plus. C'est quoi l'objectif en fait? Comme l'approche projet, on essaye de faire une approche plus holistique, intégrer plusieurs objectifs en même temps, mais le problème c'est que ces objectifs sont des fois en rivalité. Alors, est-ce que c'est important? Qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre? Et pour l'enseignant, ça devient aussi une difficulté de savoir sur quoi on doit remettre l'objectif. Est-ce que l'objectif, c'est le schéma narratif ou l'objectif, c'est d'avoir une histoire significative que j'ai envie d'exprimer et que je vais écrire et je développe des compétences d'écriture? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'était juste quelques exemples pour dire... Oui, on fait beaucoup de recherches pour essayer de trouver des solutions pour différentes situations, mais les enseignants qui sont pris un peu avec la composition de tous ces cas et comment on évalue l'échec ou réussite de nos élèves. Merci, Tatiana. Alors, vos questionnements pour nous plonger dans le temps.
Alors, rassurez-vous, on ne demande pas les réponses tout de suite. On va poursuivre avec Thérèse, alors qui va nous parler d'alternance. Oui, oui. Et j'ai bien aimé ce que Tatiana a fait, ça fait que je vais vous raconter une autre histoire. Je vais en rajouter une, OK? Mais d'abord, l'histoire d'une chercheure qui était bien, bien motivée ici aujourd'hui, hein, qui avait travaillé pour développer ces choses, mais qui a dû s'absenter de l'université pendant une période de 6 semaines, et ça tombe là-dedans. Alors, elle et moi, on a eu plusieurs conversations auparavant, et c'était à la foulée de cela aussi qu'elle devait présenter aujourd'hui. Alors, je vais être sa suppléante. Okay? Mais ça ne sera pas long. Alors, on va on va rajouter une série. Et pour faire ça, on a eu un projet financier FRQSC sur 3 ans, où le CEDREC était partenaire justement, qui s'est appelé FAS, Formation en alternance sciences-technologies. Alors, je vais vous le résumer simplement. On va se l'imaginer. Donc, c'est un élève. C'est un élève qui est au secondaire, parce que c'est ce pourquoi on voulait ce projet de recherche. On voulait que ça porte sur son histoire à lui ou à elle. Hein. Un élève qui est intéressant, intelligent, mais ça ne l'intéresse pas. On rajoute à cela un autre élève où lui, peut-être que ses résultats scolaires n'ont pas été forts, d'un milieu défavorisé, et aussi, on s'adressait à cet élève-là dans le développement du projet FAS. Alors, ce sont des élèves du secondaire, tous les deux, et le projet FAS, c'est de leur offrir quelques journées où ils vont en milieu de travail, alors qu'ils poursuivent leurs études secondaires. Là. On était avec les étudiants de secondaire 4. On a appelé ça alternance, parce qu'au Québec, présentement, on est probablement l'État en Amérique du Nord le plus défavorisé au point de vue d'offrir à nos jeunes une situation d'alternance. On le fait en enseignement professionnel. Mais pour les étudiants de secondaire régulier, on ne le fait pas. Et si on regarde comment ça se développe présentement, on est vraiment dans une situation, là, on est au point de départ presque, là-dessus. Et les résultats du projet FAS sont à l'effet que oui, même si les étudiants prennent du temps pour aller en milieu de travail, avec les acquis qui sont possibles de ce côté-là, leurs résultats scolaires sont bons et même s'améliorent. On pourrait aussi faire le parallèle avec tous les sports-études, tous les programmes spéciaux qui existent, où, si on ne se trompe pas d'histoire, le temps d'apprentissage de type plus instruction est réduit pour faire place à de l'apprentissage centré sur un intérêt particulier. Et là aussi, ce que je sache, c'est qu'on n'a pas noté une baisse de résultats scolaires forte. Alors, tout ce que je veux dire aujourd'hui, en parlant d'alternance, est-ce qu'il n'est pas temps, c'est une question, elle était avec nous pour la journée, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on commence à examiner notre discours collectif quand on parle de décrochage? Est-ce que l'expression décrochage a encore un sens aujourd'hui? Disons qu'on va vers la forme 3. Là. Est-ce que ça a du bon sens d'étiqueter un jeune en disant « toi, tu es un décrocheur », alors qu'on pourrait peut-être le placer pour des élèves qui se sentent pas intéressés ou mal, ou pas en situation de manifester sa compétence en classe? Est-ce que c'est pas possible que des élèves puissent commencer plus tôt un parcours d'alternance? Surtout qu'aujourd'hui, hein, c'est apprendre la vie durant. C'est ça qui devient le motto. Alors, la frontière entre le travail et l'apprentissage est en train de s'estomper beaucoup. Et on continue avec notre gros terme de décrochage, de décrocheur. Est-ce que ça a du bon sens d'étiqueter un jeune alors que peut-être certains ont presque besoin pour se refaire une estime d'eux-mêmes, pour se refaire un rapport à l'école, de commencer peut-être à aller faire des séjours en milieu de travail. Tout serait à monter de ce côté-là. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à penser alternance plutôt que de penser décrochage? C'était mon seul point. Alors, bonne question
à garder en tête. Alors, est-ce que tu es en train de nous dire que c'est nous autres qui sommes décrochés de la réalité en les appelant décrocheurs? On y reviendra. Quelle réalité sommes-nous à construire collectivement? Puis quelle réalité entretenons-nous? Hein? Ouais. Alors, nous allons poursuivre. Oui. Alors, nous allons poursuivre avec Didier, le gars de l'Allemagne. Je t'avais envoyé quelque chose. Pardon? Je t'avais envoyé T'as-tu fait ça? Oui. Ah oui? Quand? Quelle heure? ce matin. OK. Bon, c'est 5 minutes. Oui. OK. Bon, je vais aller donc chercher. on va faire 100. Je vais aller chercher. Non, mais c'est OK. pas de... Pas grave. Parle, puis je vais raconter l'histoire. Parle, puis je vais m'organiser. Je vais essayer en fait de me raccrocher à ce qui vient d'être dit et de prendre une autre, comment dire, de considérer une autre population qui est la population des étudiants, donc du poste secondaire. Mais avant ça, c'est vrai que sur ces notions de réussite, ces notions d'échec, je pense qu'aujourd'hui, en ce qui me concerne, et ce que je veux partager avec vous, c'est que je pense que c'est vraiment important de les revisiter, mais de les revisiter aussi en comprenant que l'émergence de la réussite et de l'échec tel que c'est vu, tel que c'était construit depuis le 19e siècle, là, puisque ça a bien été dit, c'est-à-dire qu'il y avait des modèles, et notamment si on prend le siècle des Lumières en France, où il y avait cet idéal d'une démocratie partagée, etc., avec tout le saint-simonisme qui faisait, je veux dire qu'il y avait cette croyance à la capacité de l'individu à se développer par lui-même, et je vous renvoie à l'Émile de Rousseau, donc où l'objectif c'était apprendre au sujet à vivre. Mais c'est vrai qu'au milieu du 19e siècle, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, il s'est passé l'industrialisation. Et l'industrialisation, en fait, ce qui s'est appelé l'organisation scientifique du travail, en fait, pourrait aussi s'appeler l'organisation scientifique de l'éducation. Si on prend le cas français, c'est-à-dire qu'il y a un exemple typique qui est en 1846, si vous voulez, il y a une loi qui est la loi Guizot, qui en fait, à partir de laquelle tout a structuré l'industrialisation de la formation, et en fait qui s'est traduite par cette injonction à la conformation à une norme éducative. Et je pense que ce qui peut être questionné aujourd'hui, c'est comment réviser la norme éducative. La norme éducative aujourd'hui, c'est réussir à quelque chose qui ne m'appartient pas au départ. C'est réussir à des objectifs, c'est réussir des compétences, c'est réussir à des choses par rapport auxquelles j'ai de la difficulté à produire du sens. Et c'est vrai qu'on va le faire très multimédia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que là, on veut tous, vous voyez rien, c'est parfait. Ok? On a tous envie d'apprendre, d'accord? Mais l'enjeu de l'apprentissage, en fait, ça appartient, je vais le faire ici, ça appartient à l'institution, d'accord? À l'école, etc. Ceci est l'école. Aujourd'hui, il me semble que, bien sûr, ce patrimoine de connaissances qui fonde, je veux dire, des disciplines qui fondent, je veux dire, des évolutions industrielles, etc., je pense qu'il y a peut-être une chose pour revisiter la question de la réussite. Vous voyez, en fait, il y avait là des acétates pour une conférence de 2 heures. Hein. OK? Mais peut-être que l'enjeu aujourd'hui, c'est de décliner ça. C'est-à-dire que, je pense qu'une question à se poser, c'est comment on peut déjà décliner la connaissance du côté de l'individu, je veux dire, du côté de connaître le sens des choses. Et on le voit bien, c'est-à-dire que quand on prend certaines enquêtes, bon, j'ai des tas de données comme vous autres sur les étudiants, par exemple, ce qu'ils cherchent aujourd'hui, quand ils nous disent à 93%, on veut du lien entre la théorie et la pratique dans l'enseignement supérieur, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est la question du sens, c'est-à-dire pourquoi vous me racontez telle chose, pourquoi vous me racontez telle chose. Alors c'est vrai qu'on peut dire, oui, mais tu comprendras plus tard. Ce plus tard, ça va avec les enfants. Quand ils sont petits, que leur degré d'autonomie fait qu'ils savent que si ils se mettent mal avec vous, ils n'auront pas à manger, quoi. Je caricature. Là, on n'est plus là-dedans. Donc c'est vrai qu'il me semble qu'une façon de reconsidérer ces problématiques de la réussite, c'est de travailler sur le développement de la connaissance du sens, mais aussi d'accepter que aujourd'hui, l'éducation, c'est ce que j'ai repris là, ces définitions, je veux dire, classiques et traditionnelles, c'est aussi d'accepter que la réussite, ce n'est pas uniquement la conformation à un système de valeurs normatives qui sont les objectifs, les compétences, mais que c'est également un processus de
connaissance, c'est-à-dire de renaissance aussi de l'individu, c'est-à-dire de considérer que, bien sûr, on forme, et puis on veut permettre à des personnes de se former, mais par ce processus singulier d'accéder à, comment dire, un processus un peu plus complexe de transformation. C'est-à-dire qu'à travers le processus de formation, on se transforme, c'est-à-dire de rejoindre ces principes, je veux dire, initiaux qui ont fondé de nombreux mouvements pédagogiques, c'est-à-dire que la réussite, c'est vraiment aussi de participer à cette idée d'épanouissement, à cette idée d'accomplissement, de façon à ce que l'apprenant, eh bien, développe du plaisir et un bien-être aussi dans les dispositifs et dans le processus dans lequel il s'engage. En 5 minutes? Ça reste 15 secondes. On m'a dit 5 minutes. As-tu une autre diapositive? Non? Non, C'est ça. celle-là? OK, parfait. Non, il y en a d'autres, Ok. juste parce que ça m'a fait plaisir. Non, mais ben. juste quand même. 30 Je termine là-dessus. Je reprends 15 secondes. Vous me donnez 15 secondes? Oh, allez, allez. On a quand même à déconstruire quelque chose. C'est bien beau de parler de réussite dans les colloques. Enfin, je provoque un peu, mais j'aime ça. Parce que moi, ça me réussit pour me réveiller. Hein, ok. Mais vous voyez, quand on interroge des étudiants, là c'est 3853 étudiants, bon français d'accord, bon ils sont un peu bizarres, ok, je suis d'accord avec ça. Mais eux, quand ils vont à l'école, au sens général du terme, ils viennent pourquoi? Pour avoir un diplôme. Si je veux apprendre autre chose, je ne vais pas à l'école. C'est pour ça que, je veux dire, travailler la réussite, c'est aussi retravailler sur le capital symbolique de l'école. Les structures, on rentre, on est enfermé. Est-ce que vous avez envie d'avoir des chaises comme ça chez vous pour vous détendre? Non. C'est-à-dire qu'on est dans un système, et là je peux aller très très loin pendant des heures, dans un système éducatif qui déjà on pense que parce que je parle, vous allez apprendre quelque chose. Donc dans ce modèle théologique du Verbe divin qui descend sur les âmes qui demandent qu'à être purifiées, ok? Et puis aussi dans un registre de la douleur. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous seriez confortable à rester 8 heures là. D'accord? Déjà, vous voulez vous brancher, c'est pas possible. Si vous êtes là, si monsieur vous avez envie de sortir, vous ne pouvez pas sortir comme ça. Hein? Je veux dire, c'est quand même pas très émancipateur. Donc, ce que je veux dire que derrière ça, c'est-à-dire qu'au fond, on ne peut pas non plus en vouloir aux étudiants dire « Oui, moi je veux un diplôme. » Bah oui, mais attends, on fait tout pour que... On n'a rien d'autre à t'offrir. Et jusqu'au point où, par exemple, les étudiants le disent quand on fait les entretiens, et je termine, on va faire des pédagogies actives. Vous savez, il y a cette mode-là, les pédagogies actives, pédagogie par projet, classe inversée, etc. Questionnons-nous sur le rapport entre le pourcentage de la note qui, représente le développement de compétences transversales par rapport à l'investissement qu'a fait l'individu, le sujet apprenant, pour réussir la tâche de pédagogie active. Alors, ne nous étonnons pas que les bons étudiants, les bons apprenants n'aient pas envie de ça. Merci. Juste préciser que je ne l'ai pas apporté de la même façon que les autres, mais c'est la beauté des tables comme ça. On arrive tous avec nos perspectives. Puis, je pense que c'est important de vous dire que je l'ai vraiment regardé la question réussite scolaire, réussite éducative en fonction de mes deux champs. Tu as assez fort. Est-ce qu'on t'entend en arrière? Ben, j'ai pas la voix de monsieur. On a un je vais micro, essayer hein? de On va apporter le micro à toi. Oh, mon Dieu. Je travaille en diversité et vous voyez que j'ai besoin d'une adaptation sonore. Bon. Est-ce qu'on m'entend mieux? Oui. Oui, c'est bien? Excellent. Donc, j'ai deux champs d'expertise, celui de l'expérience scolaire des élèves, non pas au post-secondaire, mais du primaire jusqu'à l'éducation des adultes, notamment des jeunes qui ont des troubles d'apprentissage, plus spécifiquement dyslexie, dysorthographie, et le développement de pratiques plus inclusives. Alors, quand j'ai regardé la question et quand j'ai reçu l'invitation réussite scolaire, réussite éducative, c'est certain que j'étais dans ces deux perspectives-là, avec en tête le discours des jeunes par rapport à l'école, notamment des jeunes en difficulté, mais aussi en tête les défis de l'accompagnement vers le développement de pratiques plus inclusives. Et je pense que tout à l'heure, on a établi dans les premières minutes réussite scolaire, réussite éducative, qu'il y a quelque chose qui, dans la réussite scolaire, est vraiment centré sur l'échec, la réussite en lien à des normes établies, qui relèvent moins du plaisir
d'apprendre, je dirais, chez le jeune, mais d'une norme obligatoire, un programme imposé. Et réussite éducative qui est plus large, hein, qui comprend le développement du plein potentiel. Quand on regarde les différentes définitions, que ce soit au niveau des organismes communautaires, des fondations, des textes scientifiques, on va parler davantage de développement du plein potentiel qui n'exclut pas la réussite scolaire, mais qui englobe aussi la réussite d'objectifs personnels, le développement de l'autonomie et surtout la capacité suite à l'école, de pouvoir être bien, hein, bien-être, pas juste dans l'école, mais à l'extérieur de l'école. Alors, cette espèce de point de jonction-là entre les deux est important. En changeant d'ordinateur, tout s'est déformaté. Hein? Donc, imaginez que ça, c'est là. C'est pas si pire. Faites juste un... Mais c'est vrai, c'est de Mac à IBM, des fois, ça fait ça. Donc, je reviens à l'accompagnement. Quand on regarde réussite scolaire, réussite éducative, en sachant que la réussite éducative comprend également la réussite scolaire, ça renvoie beaucoup aux deux principes de normalisation, dénormalisation. Vous n'avez pas le concept qui est à droite, là. Vous devriez avoir dénormalisation. Si vous voulez une preuve, je l'ai sur ma feuille. Et le principe de dénormalisation est davantage associé aux pratiques plus inclusives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste une norme de réussite, il y a plusieurs normes de réussite. Elle peut être scolaire, elle peut être sociale, elle peut être personnelle. Et on est davantage à ce qu'on présentait tout à l'heure dans l'idée de dépassement de soi, de progression et d'apprentissage, et qui met en perspective aussi le rôle de l'école dans une participation à l'apprentissage, mais également à la vie sociale et culturelle de l'école. Alors, tout l'accent n'est pas spécifiquement renvoyé à une norme établie. Et dans l'accompagnement, quand on travaille avec des gens qui sont vraiment dans la perspective réussite scolaire, ça devient très difficile de développer des pratiques plus inclusives parce qu'on est dans les normes. Et les pratiques plus inclusives doivent sortir de ce paradigme-là pour aller vers un paradigme de dénormalisation. Ce qui renvoie également, pour l'enseignant, à des conflits importants. Ces conflits-là, on appelle ça un principe de loyauté partagée. C'est que l'enseignant a à la fois le curriculum imposé, la norme, mais en même temps, le principe de loyauté partagée, c'est que pour que le curriculum soit significatif, il faut quand même qu'il parle, qu'il ait du sens pour les jeunes, en fonction de leur objectif, en fonction de leur intérêt, en fonction de là où ils sont, en fonction de la véracité de ce curriculum-là. Et je pense qu'autant au secondaire que, tout à l'heure on voyait au post-secondaire, les jeunes critiquent énormément la valeur et le sens du curriculum qui leur est imposé, et surtout de la façon imposée de l'apprendre. Alors, c'est pas tant l'idée d'apprendre quelque chose, mais c'est de l'apprendre tout le monde de la même façon. Alors, faut-il revisiter ces concepts? J'ai donné l'exemple de l'inclusion. Moi, je dirais qu'il faut davantage les mettre en relation. Alors, si, dans un monde où il y a autant d'enjeux actuellement, que ce soit la diversité ethnoculturelle, que ce soit... Alors, peu importe quel nom on donne à cet enjeu-là, moi, ici, j'ai nommé l'enjeu de pratiques plus inclusives. Ben, si je prends l'inclusion, puis je le mets en parallèle avec réussite éducative, ça me donne quoi? Ça veut dire quoi? Et ça amène à quoi? Parce qu'on ne peut pas faire fi non plus des politiques qui influencent les pratiques en milieu scolaire. Alors, dans un contexte où la norme continue d'être le principe de normalisation, donc, hein, pour avancer, pour continuer, pas de 2 ans de retard, pas ci, pas ça, j'ai réussi, je suis en échec. Tant qu'on est pris dans cette structure-là où on n'a pas de latitude pour valoriser la présence de l'élève à l'école, malgré des défis à rencontrer les atteintes, à l'atteinte de la norme, les enseignants sont mal pris, les élèves souffrent. Alors oui, il faut révisiter les concepts, mais moi je dirais en les mettant en relation. On pourrait le faire aussi avec l'éducation des adultes. Quand on est à l'éducation des adultes, par exemple, les jeunes nous parlent, ils sont beaucoup plus axés vers la réussite éducative. Ces jeunes-là ne sortent pas avec des diplômes, mais ils sont contents de leur formation. Ils nous parlent d'avoir réalisé des objectifs personnels, d'être allés s'outiller, d'être allés se ressourcer, de mieux se connaître. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont allés chercher, exemple, un diplôme d'études secondaires. Mais c'est comme un palier vers autre chose qui les mène à apprendre, parfois à l'extérieur de l'école, avant de revenir pour faire autre chose. Oui, il faut réviser les concepts. Je pense que c'est fort important, mais avec les enjeux
qui nous sont chers pour faire des mises en relation, sans oublier les politiques qui viennent appuyer ou nuire, ou les cadres, l'articulation de tout ça. Voilà. Alors, nous passons à la deuxième partie où ça va vous permettre justement d'échanger avant que Mme de Courcy intervienne, de formuler vos questions aux panélistes, puis même les panélistes en ont sûrement à se partager entre eux. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à briser la glace? Lydia parle de mise en relation. Oui, vous pouvez me lever, non? Non? Genre, une question, genre? Oui, hein? Je peux me lancer. Peut-être que je peux faire ça très écoutez, je pense que vous avez mis effectivement la table. Oui, donc, vous avez un j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Au départ, j'ai horreur de ça. Alors, vous avez mis vraiment la table, effectivement, pour un débat sur la question de la réussite scolaire et réussite éducative. Est-ce qu'on doit revisiter la chose? J'avoue que la question est déstabilisante. Dans la mesure où, effectivement, ce débat-là a été fait depuis de très, très nombreuses années. Vous savez, on a fait le débat sur l'accessibilité depuis les années 60, puis aux années 90, lorsqu'on a gagné le combat de l'accessibilité, on est rentré sur celui de la réussite éducative. Et ça a pris la forme d'un grand, grand débat sur le décrochage scolaire. Bon, on se souvient plus, ça a amené aux États généraux, etc. Donc, c'est intéressant de revoir qu'on revisite, aujourd'hui, on est en train de revisiter ce concept-là. Et pourquoi on tente de le faire? Je pense que vous avez convaincu un certain nombre de choses, notamment les valeurs ont tendance à changer. Il est clair que les valeurs des jeunes d'aujourd'hui ne sont pas celles d'hier, mais aussi les valeurs de la société ont peut-être changé. Est-ce que l'idée de l'égalité des chances, par exemple, est toujours aussi importante qu'elle l'était il y a 10, 20, 30 ans? Ça rêve de rien, mais ça vient colorer notre façon de voir la réussite éducative. Les orientations ministérielles ou gouvernementales par rapport à ce que devrait être une priorité en éducation, il faut aussi savoir colorer la réussite éducative. Quand un gouvernement décide que la priorité en éducation, c'est d'atteindre 80% de diplomation, ben, ça vient colorer aussi la manière dont on voit la réussite éducative. Les investissements, les conditions d'apprentissage, bon, bref, tout ça. Malgré tout, d'après vous, que là, je vais poser une question, je fais plus en commentaire, d'après vous, pourquoi on devrait refaire effectivement ce débat-là aujourd'hui? Qu'est-ce qui a tant changé dans la société, dans les valeurs des jeunes, les valeurs des parents, pour qu'on en arrive à revisiter ce débat-là qui a été fait et qui a été fait là, de multiples façons? Qu'est-ce qui devrait nous mener à ça? Pourquoi on devrait le faire? Je vous pose des questions comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de répondre? C'est pas clair? J'essaye, hein, parce que je trouve. Merci pour cette question, je trouve très intéressante. La réponse qui me vient en tête, c'est parce que, je veux dire, peut-être que l'une des pistes de réponse serait dans le fait que de plus en plus, il y a des choses qui se dérégulent. C'est-à-dire qu'il me semble que l'école telle qu'elle a été construite, c'était pour contribuer à un modèle sociétal, un modèle économique, un modèle de développement. Donc aujourd'hui, les cadres organisateurs, je veux dire, ne sont plus tout à fait les mêmes. C'est-à-dire où les systèmes de reconnaissance, ou les systèmes de production, je veux dire, se mélangent. Il y a des effets d'hybridation, par exemple, entre professionnels amateurs, dans certains secteurs. Mais il y a tout un ensemble d'évolutions de ce type-là, qui peut-être pose, je veux dire, remet sur la scène de la discussion ces questions de la réussite. Au fond, la réussite aujourd'hui, et je pense qu'il ne faut pas opposer non plus, hein, la réussite académique, ça a du sens dans un secteur, comme la réussite éducative a du sens dans l'autre. Mais peut-être qu'aujourd'hui, là où on était dans des fonctionnements sociétaux, en tout cas dans une culture occidentale, des fonctionnements très verticaux, je veux dire, là, il y a peut-être à penser l'éducation et la notion de réussite de manière à accompagner les personnes qui se forment dans une capacité à vivre l'horizontalité et être, pour reprendre l'image, un nœud dans une chaîne d'acteurs. Et non pas uniquement dans des rapports hiérarchiques, N plus 1, N moins 1, etc. Mais de développer cette capacité à se situer aussi dans un monde en mouvement. C'est un peu l'invitation qui avait été faite dans le livre de Edgar Morin sur enseigner à vivre. C'est-à-dire de stimuler tout au long de la vie, en fait,
l'individu dans son propre développement, mais pour se positionner. C'est-à-dire d'intérioriser en fait ce qui jusqu'à présent était externe, davantage externe à soi, et dont l'école contribuait à internaliser quelque chose qui était externe, c'est-à-dire des normes externes, etc. Plus de l'endodéveloppement. Voilà. Un élément de réponse. Pourquoi refaire le débat aujourd'hui? Je vous dirais que c'est peut-être deux volets. Tout à l'heure, à l'intro, Thérèse parlait de formes avancées de participation. Alors, il faut peut-être refaire le débat en s'assurant que les principaux acteurs aient tous une forme avancée de participation au débat. Alors, le sortir de la politique et l'ancrer dans la pratique et à différents niveaux de pratique, que ce soit communautaire, universitaire, scolaire, service complémentaire, peu importe. Et je pense que, en ce faisant, réussite scolaire, réussite éducative ou autre appellation, il risque d'émerger quelque chose là de fort intéressant, de très contextualisé, mais où les jeunes sont partie prenante de la forme avancée de participation. Puis je dirais aussi pourquoi refaire le débat, parce que la réussite scolaire, malgré le discours de réussite éducative, prend tellement de place que je trouve ça toujours vraiment triste. Ça fait 20 ans que je suis là-dedans, là. Puis 20 ans plus tard, quand je vois des jeunes de 20, 21, 22, 23, 24 ans qui me disent qu'ils sont rien parce qu'ils n'ont pas eu de diplôme, mais qui ont persévéré à l'école, je pense qu'il est temps de refaire un débat. Peut-être d'identifier. Oui, M. Bouchard, je suis à l'FSE, la Fédération des syndicats de l'enseignement. Deux pistes de réflexion. La première, peut-être souligner la question importante qui a été posée par Mme Laferrière sur le rôle de l'alternance, comment que le système québécois se distingue du côté international par le fait que l'interaction entre la formation professionnelle, les interactions entre les entreprises et le réseau scolaire secondaire sont faibles, sauf, on ne l'a pas dit, là, sauf en adaptation scolaire. Donc, il y a comme un aspect qui reste vraiment à développer et sur lequel le Québec se distingue et peut-être négativement. Donc, il y a vraiment un champ nouveau là. Mon principale intervention, c'était plutôt dans la suite de ce que M. Fondreau disait sur le débat de fond sur la réussite. J'aimerais savoir quels sont les bilans que vous faites du débat réel et concret qui a traversé le Québec sur cette question-là, parce que le débat est posé de façon, disons, philosophique ou conceptuelle, mais au Québec, on a quand même eu d'un côté la réforme de l'éducation avec les programmes, les politiques d'évaluation des apprentissages qui sont sous une certaine définition, et parallèlement, on a des choses comme par exemple le projet de loi 124-88, les conventions de gestion, l'augmentation du nombre d'examens, entre autres des commissions scolaires, et la gestion axée sur les résultats, donc qui est dans l'autre conception de la réussite scolaire. Et là, on se retrouve donc sur une période de 20 ans avec deux conceptions, les deux conceptions qui sont présentées, mais qui traversent le système d'éducation, qui donnent des injonctions contradictoires même aux enseignants et au système, et je me demande, dans cette perspective-là réelle et concrète des politiques et de ce qui se passe dans le terrain, comment se pose le débat. Donc, pas seulement de façon théorique, mais c'est quoi le bilan qu'on peut faire de la réforme et le bilan qu'on peut faire de la gestion de ces résultats par rapport à la réussite éducative. La question que vous adressez aux panélistes, mais aussi aux gens de la salle, oui, j'ai commencé à réfléchir quand tu as parlé de la participation de haut niveau. Une fois souhaitable et qui est porteur d'orienter les pratiques ou les réflexions. La participation de haut niveau, puis la mise en parallèle avec l'injonction à la participation à quelque part, comme on le fait, à ne pas décrocher. Alors je me suis dit, j'ai besoin de connaître participation de haut niveau. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je faisais référence à tout à l'heure, Thérèse parlait de forme avancée de participation. Avoir de la place pour s'exprimer, de un. Vous savez, des fois, on dit aux jeunes, on va faire un panel, vous allez pouvoir vous exprimer, bon, tout le monde a à peu près 2 minutes, c'est fini, on s'en va, puis on n'en parle plus. Bien, pour moi, c'est pas une forme avancée de participation.
les jeunes, si je parle pour les jeunes, c'est assez étonnant comment les jeunes peuvent nous surprendre. Je vous donne un exemple d'une école secondaire où les enseignants sont particulièrement préoccupés par le taux d'absentéisme des jeunes, sont particulièrement préoccupés par l'isolement perçu chez les jeunes, et ils font toutes sortes de choses pour les faire participer. Mais il n'y a pas personne qui pense à aller parler aux jeunes pour qu'eux trouvent les solutions à l'absentéisme et à l'isolement perçu chez eux. Et dans cette école-là, secondaire, milieu très défavorisé, etc., d'habitude, quand une école vient cogner à notre porte, c'est parce qu'ils ont vraiment besoin d'aide, ou encore qu'il y a un grand projet ambitieux. On a rencontré l'ensemble des jeunes à la cafétéria, et la direction d'école leur a parlé de leurs préoccupations à leur égard avec l'ensemble des enseignants qui étaient présents. Et quand je dis ensemble, c'est classe ordinaire, classe d'adap, tout le monde. Pas des rencontres séparées, là. L'école, la communauté de l'école. Et on leur a demandé de trouver des pistes de solutions. Ce qu'ils ont fait, ils ont proposé des activités mobilisatrices pour eux, qui leur parlent. Ils ont eu l'entière responsabilité d'organiser ces activités-là, sont allés faire appel à des spécialistes pour aider dans l'animation d'activités. On est dans une école de la Gaspésie, sont allés chercher des spécialistes de Montréal, de peu importe. Puis, le taux d'absentéisme a chuté terriblement, là. Mais ça, c'est une participation réelle des jeunes, une prise en compte réelle de leurs besoins, et accepter que les solutions qu'ils proposaient n'étaient pas celles que nous, les adultes bien intentionnés, auxquelles on peut penser. Et je pense que il y a beaucoup d'aberrations. D'aberrations, ça dépend toujours de notre perspective, hein. Mais j'ai envie de vous donner un exemple d'aberration, puis après je ne parle plus. Moi, j'ai un fils qui étudie en programmation à l'université. Puis mon fils n'arrête pas de me dire « Maman, c'est tellement plate l'école. » Mais il me dit ça que depuis qu'il est tout petit, là. Fait que je l'écoute plus. C'est pas grave. Puis, il dit, peux-tu m'expliquer que dans mes examens de programmation, je programme papier-crayon à l'examen? Il dit, moi, demain, quand je vais travailler, là, je programmerai pas papier-crayon, là. Puis, il me raconte des choses, puis je me dis, c'est vrai que c'est une aberration, mais il n'y a pas de mauvaise volonté. Il y a des traditions de transfert de connaissances, de mémorisation, qui perdure. Alors, c'est vrai au primaire, au secondaire, c'est vrai à l'université aussi, là. Et quand on demande aux jeunes, puis je me dis, tu sais, si on vous demandait qu'est-ce que vous voulez, ils les auraient, les jeunes, les solutions pour rendre ça plus agréable, plus significatif pour eux. Mais encore faut-il que le milieu accepte de prendre ça et de s'adapter à cette nouvelle réalité. Donc, juste pour relancer, ça fait longtemps, c'est peut-être intéressant de prendre un temps d'arrêt, mais dans le décor, c'est déjà là, réussite scolaire, réussite éducative, même il y a 20 ans avec l'âge de base. Est-ce que c'est dans notre façon de faire? Est-ce que la participation active de l'élève, c'est déjà présent dans le sens aux apprentissages? C'est déjà des éléments qui sont retrouvés. C'est dans la façon de faire qu'on a besoin d'aller plus loin. C'est ça qui a fait des causes. C'est ce qui nous questionne encore. Peut-être ça rejoint la question du bilan qui est toujours en suspens. Est-ce qu'il y a personne qui voulait oser? Juste, sur l'alternance, parce que là, je vais prendre ma casquette française, mais je pense que ça peut être très piégeux, l'alternance. Enfin, personnellement, j'ai beaucoup travaillé, donc je suis pour. Mais il y a une connotation très souvent, en tout cas dans les bas niveaux de qualification, comme quoi l'alternance, c'est pour les mauvais. Derrière ça, c'est le fait que l'on refuse, on réfute l'idée qu'un individu, c'est une tête et des jambes pour faire vite. Et c'est vrai que dans le développement de l'alternance, moi je vois deux écueils, hein, c'est-à-dire d'une part la valeur, je veux dire que l'on donne à l'alternance, c'est pour ceux qui n'ont pas réussi, donc c'est un déversement et puis pour les occuper, etc. Et puis il y a souvent aussi un autre risque important dans l'alternance, c'est que les deux mondes, c'est-à-dire le monde du milieu de travail et le monde académique, ne se rencontrent jamais. C'est-à-dire que oui, on va les mettre en entreprise, c'est bien, pendant ce temps-là, ils ne sont pas avec nous, on est tranquille, et quand ils reviennent, ils ont développé des compétences qu'on ne reconnaît pas
Et nous, on va reprendre, je vais caricaturer bien sûr, crayon, enfin au tableau crayon là, et on va continuer et voilà, dire, on va programmer, je veux dire, papier crayon. Donc oui pour l'alternance, oui pour ces modes-là, mais on voit bien qu'il faut aussi revisiter les valeurs que l'on porte sur les choses, mais aussi faire en sorte qu'on accepte que l'école soit dans plusieurs mondes et que les acteurs également se forment. Et par exemple, l'alternance pour moi fonctionne si des enseignants académiques vont en entreprise et vivent la réalité de l'entreprise et réciproquement, pour que vraiment ces mondes, je veux dire, c'est toujours cette question d'hybridation, que ces mondes se parlent. Je pense qu'aujourd'hui, il y a trop de cloisonnement, il y a trop de silos, et puis ça crée trop de tensions pour réussir. Il y a des adultes, c'est une question, puis j'en reviendrai J'aimerais voir un peu, dans le fond, votre perception de l'aide à la réussite au collégial. Nous, on reçoit finalement des étudiants qui ont entre 17 et 22 ans en moyenne. En fait, dans nos programmes, on en soit des programmes de formation technique qui mènent à l'emploi, ou des programmes de formation générale qui mèneront évidemment à l'université. Depuis environ une dizaine d'années, on parle davantage d'aide à la réussite. Non pas d'aide à la réussite éducative ou scolaire. Dans les collèges, le vocabulaire connu, c'est plus en aide à la réussite. Maintenant, on met en place des centres d'aide à la réussite, particulièrement pour la formation générale. Et on a aussi, pour la formation spécifique, des modèles d'accompagnement des étudiants. Des modèles qui permettent finalement aux étudiants soit d'avoir un certain rattrapage ou une orientation particulière. Je pense que nous aussi, on s'en va tranquillement vers une conception universelle d'apprentissage. Pourquoi? Parce que, comme par exemple, c'est Cégep de Jonquière, il y a même pas 5 ans, on avait à peine 40 étudiants qui bénéficiaient de ce qu'on appelle, nous, des services adaptés, donc en fonction de leurs conditions. Cette année, on a plus de 430 étudiants qui sont dans nos services adaptés. Donc, c'est pour ça qu'on s'en va probablement vers plus une réflexion de conception universelle d'apprentissage. Force est d'admettre que nous avons des obligations en termes de formation, adéquation emploi, par exemple, aussi de répondre à des ordres, par exemple, professionnels. Comment on peut, comme ordre collégial, travailler à la réussite de nos étudiants, étant donné, je dirais, il y a quand même un passage qui vient avant et après nous, de façon à mieux positionner nos élèves en matière de réussite. Est-ce que, au-delà de la conception de la réussite éducative ou de la réussite scolaire, dans ce que vous avez vu, soit dans vos écrits, dans vos façons d'y avoir réfléchi, j'aimerais avoir un peu votre avis là, sur l'ordre collégial. Peut-être pas secondaire. Il y avait peut-être un commentaire. C'est pas l'âge de représentation, j'ai parlé déjà beaucoup. Encore, c'est à vous. Madame ne veut pas parler parce qu'on est au collégial. On travaille un peu avec les jeunes du collégial. Puis, je vous dis pas que c'est mon champ, là, mais je travaille avec des gens qui travaillent également au collégial. Puis, encore une fois, je parlerai davantage pour les jeunes qui ont un trouble d'apprentissage. Je ne veux pas m'aventurer dans un terrain que je ne connais pas pour les autres. Mais ce qu'on constate à l'ordre du collégial, d'une part, c'est que les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage, qui ont une excellente connaissance d'eux-mêmes. Donc, connaissance de leurs troubles, ce que c'est, ce que ce n'est pas, des intentions d'apprentissage très, très claires. Ce sont des jeunes qui vont utiliser les services d'aide, ce sont des jeunes qui vont s'investir, puis qui vont fournir les efforts nécessaires pour avoir cette réussite scolaire. Et ceux qui n'y arrivent pas vont souvent réussir les cours techniques. Donc, mathématiques, physique ou peu importe, les cours techniques de leur programme, mais vont échouer les cours de la formation générale, donc le français, la philo. Ces jeunes-là vont aller faire un DEP. J'ai en tête un jeune qui était en génie mécanique, qui a réussi tous ses cours techniques avec brio, qui n'a jamais réussi ses cours de formation générale, qui est allé faire un DEP en électricité, génie électrique, pardon. Et suite à ça, il a travaillé 2 ans, il est rentré à l'université. Après, sur la base du travail, de l'expérience de travail, encore en génie électrique, il n'a plus à faire de français, il réussit très bien. Alors là, je parle pour troubles d'apprentissage spécifiques, bien évidemment, mais alors ceux qu'on voit au collégial qui s'investissent vraiment fort, c'est vraiment des gens qui se connaissent très bien, qui ont apprivoisé leurs difficultés, qui n'en ont pas honte, qui sont capables de faire la part des choses.
et d'autres qui même, ce matin, Nathalie Dauphinet présente dans une autre salle, des étudiants donc qui sont arrivés soit d'une technique collégiale, des étudiants encore en trouble d'apprentissage, ou encore qui sont arrivés après avoir travaillé, mais dans un champ d'intérêt qui les passionne, et c'est cette passion-là sur la thématique qui leur permet d'outrepasser les difficultés rencontrées. Mais dans tous les cas, ils se connaissent très bien, connaître eux-mêmes et connaître leurs difficultés aussi. Ils sont experts de leur tour. Patrice Carreau, Université de Caen. Dans l'examen des concepts, ne pensez-vous pas qu'il faut tenir compte de grande place du contexte économique? Dans le cas français, le rapport entre école et marché du travail est d'une telle violence que les concepts de réussite comme réussite scolaire débouchent directement sur une survalorisation du diplôme, parce que si vous n'avez pas de diplôme, vous êtes mort. Pas de diplôme, pas de travail. On a une telle violence du système qui fait que les élèves sont particulièrement stressés à cause de cette donnée, pas de diplôme, pas de travail. Ça conduit à une compétition scolaire exacerbée. C'est la lutte pour les places qui se détermine entre 16 et 20 ans. Votre situation sociale en France, elle se détermine, elle se définit entre 16 et 20 ans, selon que vous êtes au lycée professionnel, en études professionnelles pour un BEP secrétariat par exemple, pour lequel il y a peu de travail ou pas de travail après avec votre diplôme. À l'inverse, si vous êtes diplômé d'école d'ingénieur, vous êtes assuré d'avoir une position sociale la plus enviable. Donc j'insisterai sur la violence du rapport école-marché du travail, et c'est ça qui va donner ou ne va pas donner de sens au fait d'être en classe et d'être scolarisé. Donc on a des élèves qui décrochent parce qu'ils ne veulent pas la compétition, ils sont tétanisés par un stress d'échec face au marché du travail, et c'est des étudiants que je vois tous les jours. Moi je suis dans le domaine où il y a 35% de boursiers, on a un tiers de nos étudiants qui sont boursiers et qui ont peur du déclassement. Ce sont des fils de la classe moyenne, des fils de la classe moyenne, d'employés de la fonction publique notamment, et leur grande crainte c'est de moins bien vivre que leurs parents. Oui, bonjour, je suis Catherine Moison, française aussi. J'ai travaillé sur plein de sujets éducatifs. Juste deux mots, un sur l'alternance. D'abord, il faut savoir ce qu'on dit par alternance, puisqu'il y a deux formes d'alternance. Il y a l'alternance vraie, qui est qu'on est à mi-temps dans une entreprise et éventuellement payé, et à mi-temps en formation. Et puis il y a une alternance plus sobre, qui est, on est à l'école, mais on fait des stages nombreux dans une entreprise et on étudie des spécialités professionnelles. Il y a du pour, il y a des éléments positifs et négatifs. En France, à la fin de notre collège, c'est-à-dire à 15 ans, 16 ans, une partie des gamins partent en formation professionnelle, soit en lycée, soit en apprentissage, c'est-à-dire alternance complète. Alors, c'est vrai, je suis d'accord, c'est complètement hiérarchisé, puisque le système français est très hiérarchique dans son tri, et donc c'est les mauvais élèves qui partent là. En même temps, ce qu'on constate, c'est que les lycées professionnels, moi je dis, ils réparent les gamins. C'est-à-dire que les gamins qui, au collège, en avaient complètement ras-le-bol, étaient très loin, vous l'avez très bien décrit, de tout un monde normatif qui leur était étranger, sur lesquels ils étaient en échec permanent. Certains de ces gamins retrouvent un certain nombre de valorisations par l'intégration professionnelle et refont par exemple un peu de maths, non pas en cours de maths classique, mais pour pouvoir conduire leur projet professionnel. Donc on a quand même cette... alors je suis d'accord que c'est pas présent, le professionnel n'est pas présent avant, c'est peut-être ce que vous vouliez dire, c'est-à-dire qu'on se parle difficilement, mais c'est quand même un lien. Le deuxième élément que je voulais donner comme complément à votre analyse sur pourquoi est-ce qu'éventuellement il faut réfléchir au concept, c'est que dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire française, la norme s'est ajoutée au mérite républicain. Le mérite républicain, c'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure où on a massifié le système scolaire et démocratisé, je veux dire, ça veut dire que l'offre a grandi, et contrairement au début du 19e siècle, où si on ne faisait pas d'études, ben c'est parce qu'on ne nous en proposait pas. Là, si on ne fait pas d'études, c'est parce qu'on n'est pas méritant. C'est-à-dire qu'il y a une telle offre théorique que du coup, la responsabilité repose sur l'élève, je veux dire, est donnée à l'élève de ne pas savoir réussir. Ce
qui est un très gros sujet, parce qu'à partir du moment où on déclare qu'un élève qui ne réussit pas n'est pas méritant, on s'exempte, je veux dire, de pouvoir le faire réussir. Alors, d'abord, simplement savoir dans quelle posture je suis, moi, ce matin. Alors, je préside le groupe Action sur la persévérance scolaire qui a été cofondé par un banquier, Jacques Ménard, et par Michel Perron, qui est dans la salle ici. Bonjour Michel, qui est éminent prof et scientifique qui a parlé d'inégalité sociale hier. Je viens aussi, je suis donc bénévole, moi, aujourd'hui, parce que mon travail, ce n'est pas ça. Mon travail, contrairement au vôtre, qui est complètement associé au monde de l'éducation, mon travail actuel, c'est d'être à développer 180 projets autour d'une bannière qui s'appelle « Je fais Montréal ». Donc, je suis en contact depuis environ 18 mois avec des jeunes entrepreneurs et entrepreneures qui sont le produit du système d'éducation que nous avons au Québec et dans certains cas ailleurs parce qu'ils sont très métissés. Le portefeuille de Je fais Montréal et de ces 180 projets-là est dirigé par des gens de partout dans le monde, des migrants de première, deuxième, troisième génération, de jeunes anglophones, de jeunes francophones. Mais tous sont des produits de système d'éducation. Et auparavant, j'ai été ministre de l'Immigration, ministre responsable de la langue française et dans le réseau scolaire. Et j'étais décrocheuse moi-même de ce système puisque je suis retournée à l'école à 50 ans. Et maintenant, je suis un peu comme vous. J'ai un diplôme universitaire. Mais je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas de ce milieu. Alors, ceci étant, au Québec, dans quelques années, 1 an, 2 ans, Michel me corrigera, là, le 80% au niveau de la persévérance scolaire, on va l'avoir atteint. C'était un grand débat au Québec, c'était très important, ça a été mis de l'avant, puis on va l'atteindre. Vous me direz, le 20% va nous inquiéter, et il va particulièrement m'inquiéter du côté des communautés autochtones. Donc, dans ce débat, je vais les écarter, pour ma part, dans la présentation, parce que, à mon avis, ça mériterait un colloque en soi. Il faudrait qu'on s'y penche, et qu'on s'y penche très sérieusement. Il y a là un signal fort, pas un signal faible et modéré, mais un signal fort d'un certain malaise que nous avons d'un point de vue sociétal et qu'il faudrait corriger. Donc, sur la question fondamentale posée par Periscope, réussite scolaire versus réussite éducative, je dirais bien sûr que oui. Il faut absolument reparler de tout ça avec toutes les interventions que vous avez faites. Nous savons pourquoi. Mais je vais essayer une vue du balcon pour ma part. Une vue du balcon. Pour vous dire quels signaux, pour ma part, dont il faut tenir compte. Je vous ai beaucoup entendu au cours des dernières minutes être dans l'école, être dans ce système. Et c'est très bien, vous en avez une analyse extrêmement fine. Et je suis sûre extrêmement pertinente. Mais on n'a pas de boussole. Qu'est-ce qui nous manque actuellement? C'est une boussole. Comment on va faire pour être capable de s'organiser et d'avoir une vision claire de ce que nous voulons pour cette génération que je qualifierais, comme Michel Serres le fait, de mutants? Michel Serres, ce philosophe qui m'a tellement séduite. Quand j'ai vu son texte sur Petit Pousset et Petite Poussette. Bon, c'est pas la petite histoire. Que dit-il? Ce qu'il dit, c'est cette génération d'un pouce est en train de muter. Elle apprend différemment. Elle fait les choses différemment. Elle a le savoir dans sa main. Comme moi aujourd'hui, comme vous, probablement beaucoup d'entre vous. Elle est capable, pendant que nous parlons de la Renaissance, pendant que nous parlons des climats, etc., d'aller et de confronter la personne qui est devant elle pour lui dire « votre date n'est pas exacte ». Deuxièmement, que dit-il tel autre par rapport au climat? Savez-vous que présentement, ça glisse là, du nord au sud, etc. Donc, le savoir est dans sa main, il y a accès, mais par ailleurs, il a probablement besoin d'accompagnement pour discerner,
de l'utile et du difficile, du nécessaire, de l'important et de comment il va se positionner lui-même. Alors, pour cette génération de mutants, donc, à venir, il me semble que nous n'avons pas cette vision. Nous ne connaissons pas ces mutants et d'une certaine façon, nous sommes encore dans notre système auquel nous cherchons des adaptations pour une mutation qui va être aussi importante au sens de ce que M. Demba a mentionné un peu plus tôt. Quels sont les signaux que j'entends, que j'aimerais partager avec vous? Formation professionnelle et technique au Québec, moyenne d'âge 27 ans. Malgré toutes les campagnes de publicité, particulièrement du côté de la formation professionnelle, malgré toutes les centaines de milliers de dollars pour séduire les jeunes pour aller vers la formation professionnelle. Une moyenne d'âge encore de 27 ans, exactement la même qu'il y a 10 ans, 12 ans ou 15 ans. Nous avons échoué. Nous avons échoué. Le milieu des affaires actuellement, en groupe ou de citoyens, crée des écoles, toutes sortes d'écoles. Gaz Métro a sa propre école de formation. Ubisoft vient de créer une école en collaboration avec Fusion Jeunesse qui intervient directement dans l'école pour former la relève et vient d'injecter 5 millions au nom de la formation de la relève et de la persévérance scolaire. Des OBNL qui réinventent l'école avec des règles de proximité. Fusion Jeunesse en est un exemple. Une proximité telle que les étudiants universitaires sont côte à côte avec des élèves pour apprendre autrement, faire les choses autrement, aider les enseignants et les enseignantes, etc. Le recrutement important de personnes à l'étranger. Actuellement, pour des métiers que nous avons besoin au Québec dans les entreprises, il y a une tendance extrêmement importante d'aller vers l'étranger pour aller chercher ces travailleurs ou ces travailleuses. Et pourtant, actuellement, on est à la limite de ce que nous pouvons faire parce que ce que nous décrivons ici au Québec est pareil ailleurs dans le monde. La formation n'est pas si facile. La formation professionnelle et technique ne séduit pas autant, et etc. Donc, il n'y a pas qu'un phénomène québécois autour de ça, mais c'est un signal qui est important. Ensuite, l'esprit entrepreneurial. Les jeunes entrepreneurs que je côtoie, qu'est-ce qu'ils disent? C'est que leur esprit entrepreneurial, ce qu'ils ont appris à l'école, n'a pas été suffisant pour leur permettre de s'épanouir. Ils ne rejettent pas l'école. Ce qu'ils disent, c'est il manque quelque chose. Il manque la réussite éducative. Il manque les compétences du futur. Il manque ce que j'ai besoin, moi, de savoir actuellement. Par exemple, improviser un discours. Par exemple, être en mesure de travailler en équipe solide, de savoir débattre, de savoir être capable d'avoir des considérations environnementales, écologiques, en même temps que d'avoir des considérations économiques mondiales, puisque quand je mets mon entreprise au jeu, je veux avoir toutes ces dimensions-là. Je veux donc transformer l'économie pour qu'elle soit généreuse pour l'ensemble de la population. La majorité de ces jeunes entrepreneurs-là ont une pensée autour du bien-être de la communauté. C'est pas pour rien, ils ont été formés dans une école publique pour la majorité et une portion pour l'école privée, dans des écoles qui prônent la pédagogie par projet, qui prônent aussi la solidarité sociale, qui prônent la protection de l'environnement. Alors, on se demande pourquoi, aujourd'hui, ce qu'ils disent, c'est il y a eu cette promotion, mais je ne suis pas formé pour ça. Je suis obligé de me former sur le tas autour de cette affaire. Dans notre discours collectif, donc, il y a ailleurs dans le monde d'autres universités qui poussent d'autres écoles. On pense à Bilbao avec son université très spéciale autour de l'économie sociale qui est associée à une région qui est la championne toute catégorie mondiale en économie sociale, qui est présente dans 14 pays, qui est donc une force économique très grande, mais qui est basée sur d'autres concepts de développement économique et qui offre du travail à bien du monde. Ici même, à Montréal, une école de la créativité qui va avoir des diplômes internationaux de reconnaissance internationale, une mobilité souhaitée. Ici, tous vos diplômes sont-ils valides en Europe?
Sont-ils valides aux États-Unis? Et inversement, absolument pas. Absolument pas. Comment se fait-il qu'on ne peut pas, par exemple, être en mesure d'avoir un cours d'histoire fameux en direct du musée du Louvre avec des collaborateurs? La technologie nous permet ça aujourd'hui. Alors, ce que je dis ce matin, puis je vais conclure là-dessus parce que je pense que j'ai dépassé le 5 minutes, je dis que ça nous prend une boussole et que cette boussole-là doit être une politique nationale d'éducation ou une politique d'éducation nationale. Notre débat d'aujourd'hui, il faut qu'on sache la finalité. Pourquoi? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous avons en tête quand nous travaillons dans ces milieux-là pour, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, être capable de se projeter? Et ça, c'est pas qu'entre nous, dans le monde de l'éducation, qu'on va être capable de le faire. Ça prend des philosophes, ça prend des gens qui sont dans des ingénieries, ça prend du monde du milieu économique. Il faut accepter que la gouvernance de l'école soit partout. Et que si on est si amoureux de l'école et si vraiment très bien intentionné à l'égard de l'éducation, bien, il faut accepter qu'elle est partout de formes différentes, mais qu'on est capable de se concentrer sur sa finalité et de toujours la rendre perfectible au fil du temps avec ceux et celles, pas seulement qui font l'école, mais ceux qui sont à l'école, mais à une école éclatée. C'est vraiment, pour ma part, des éléments de discours ou des éléments sur lesquels des gens comme vous doivent se pencher, mais d'autres aussi. Mais d'autres aussi. Pour relancer le tout, alors peut-être Jean-Jacques pourrait nous revenir sur une minute. Est-ce que, tantôt Thérèse a dit qu'il y a des choses, une évolution dans les conflits, alors qu'est-ce que vous avez envie de nous partager à ce moment-ci, puis après ça, on prend le coup des gens par rapport au questionnement. Mais je pense que les intervenants ont déjà dit ce que je voulais dire par rapport aux différentes formes scolaires qu'on a maintenant. Je crois que la dernière intervenante a parlé d'autres formes scolaires qui sont mises en place aujourd'hui par les entreprises qui créent les écoles et qui développent d'autres formes scolaires. Mais aussi les universités. Les universités aussi, on voit on voit comme un retour vers les formes qui existaient avant le XVIIIe siècle, avec les cours à distance, où un enseignant, peut-être qu'il ne voit pas tout le temps, mais qui est en relation avec l'élève, ou un étudiant, une étudiante. Ça existe, mais les cours en réseau, on essaie de diversifier certaines formes scolaires, on revient même à tenter de corriger ce que l'autre intervenant a dit, cette forme scolaire où il y a un maître et puis il y a donc un groupe ou classe qui écoute le maître. Bien sûr, ce n'est pas stimulant pour plusieurs, mais ce que je voudrais souligner ici, c'est que dans les interventions, c'est que la question centrale ici, c'est aussi la question du sens. La question du sens est centrale pour comprendre la réussite scolaire. Parce que plusieurs sont mis en échec alors qu'ils ne donnent aucun sens à ce non-sens qui est l'école. Parce que pour plusieurs, l'école c'est un non-sens. Et donc ils ne donnent pas du sens à ce non-sens. Et donc ils décrochent ou ils ne veulent pas y aller. Et finalement, la question du sens est centrale pour comprendre le rapport de l'élève à l'école. Et pourquoi tel réussit ou tel ne réussit pas. Et je voudrais peut-être m'arrêter là, mais je pense que les questionnements ici sont intéressants pour revisiter et s'intéresser encore à la question de la réussite scolaire. Madame de Courcy, vous allez dans le sens, mais la question c'est le sens que la société peut. Qu'est-ce qu'on veut se donner comme sens, comme société? C'est pour ça que ce débat-là est extrêmement précieux puis important.
mais il est très encourageant. Moi, je suis très encouragée du fait qu'on puisse poser cette question-là et donner de l'espoir très grand à des jeunes qui, dans les faits, et pas seulement les jeunes qui la fréquentent, mais les jeunes qui y enseignent. Et c'est vrai à tous les niveaux pour ma part. Ça va être vrai partant du CPE, des services de garde, des garderies, jusqu'à l'université des aînés. C'est cette discussion-là, cette conversation-là que vous entamez aujourd'hui, et qu'on entame, nous, au groupe Action, de façon beaucoup plus modeste, mais c'est une conversation qui est essentielle et qui permet, à mon avis, dans nos sociétés, en tout cas dans celle-ci, probablement, une forme de réconciliation générationnelle aussi. Parce qu'il faut que les plus jeunes sentent que les générations qui les ont précédées, bien, sont bienveillantes à leur égard. Et je ne suis pas certaine que le système actuel, tant pour les enseignants, les professeurs et les étudiants, est si bienveillant à l'égard de ces individus-là. Je ne suis pas certaine de ça. Tatiana, qui est sur la réserve depuis longtemps, alors je pense que c'est important de revenir, surtout qu'on a dit qu'en soi, la réalité dans le milieu tellement en sciences, c'est un gros défi. Je voulais revenir sur la question de l'emploi et la persévérance. Je pense que avant, c'était plus facile, il y avait une garantie. Vous avez le diplôme, vous allez avoir la job, et c'est correct. Donc ça emmenait une motivation de rester accroché parce que il y avait certaines garanties. Maintenant, on est dans un flux que beaucoup d'incertitudes, et je sais qu'à travers notre éducation, oui, on parle de beaucoup de compétences transversales, etc. Mais je pense que nos jeunes sont aussi beaucoup dans cette question d'incertitude. Donc oui, j'ai beaucoup de compétences transversales, mais qu'est-ce que je sais, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et ça amène beaucoup de niveau et puis nourrir leur imaginaire des possibilités qui peuvent exister. Là, il peut y avoir un sens à persévérer, passer à travers le cours de français, philosophie, même si c'est difficile, parce que je vois un objectif que je peux atteindre. Mais je pense que c'est de plus en plus difficile pour les jeunes de comprendre ce lien ou de trouver le lien ou cette garantie. Donc, et qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce que je peux prendre de ça que je peux concrètement appliquer à part mes compétences transversales? Alors, moi, je flotte un peu entre oui, il faut mes modèles éclatés, mais peut-être des fois c'est tellement éclaté qu'ils ne savent pas où s'accrocher. C'est comme le fardeau de trouver, ça leur appartient. Comme par exemple, on leur offre plusieurs modèles. Vous pouvez le faire comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et là, les élèves, une fois ils le font de cette façon, le lendemain ils le font de cette façon, mais ils n'ont pas trop encore compris finalement lequel qui leur convient. Donc, peut-être qu'il faut faire attention de trouver un équilibre entre le modèle éclaté et un accompagnement de plus près et d'amener un sens à ce qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec cette éducation. D'autres, on va parler de notre questionnement, donc faut-il revisiter les concepts? Oui. Gérard Pousseux, l'Université de Caen. Je suis très déstabilisé puisque chez nous, on dit que les Québécois sont quand même 20 ans en avance sur nous parce qu'ils parlent de persévérance positivement, alors que nous sommes encore à l'âge de pierre de parler de décrochage au sens négatif. Et là, je suis un peu déstabilisé puisque Madame disait, un jeune dit je ne sais rien et pourtant j'ai persévéré. Donc, je me demande s'il ne faut pas revisiter, se poser la question aussi la notion de persévérance, ou en tout cas lui enlever le mot scolaire, puisque on croit comprendre que finalement ce concept n'est peut-être pas aussi satisfaisant qu'il le semblait. Oui, ben c'est plus une réflexion sur la réussite. Moi, c'est Catherine Larouche, Université du Québec à Chicoutimi en administration scolaire. Une réflexion une réaction par rapport à l'utilité. À quoi ça va me servir? Dans les réflexions qu'on a eues ces dernières années avec mes groupes de direction d'école
et l'application de la loi sur l'instruction publique, où il y a aussi l'obligation de donner le goût d'apprendre. Et dans les dernières conventions de partenariat, on a vu aussi un but sur l'apprentissage du français, l'importance de la lecture. Et on arrivait avec une espèce de oui, ça peut être utile, mais est-ce que je peux aussi développer le goût d'apprendre sans l'utilité? Est-ce que, dans le fond, lire, c'est l'autonomie? Et c'est l'autonomie par rapport aussi à l'utilité. Je peux lire pour le plaisir de la connaissance. Et donc, on a réfléchi un peu dans ce sens-là, que c'est cette discussion-là que je voulais aussi apporter un commentaire. C'est une question. C'était du plaisir, mais comment vous combiner les deux? Merci pour votre présentation. Deux choses avant de poser une ou deux questions. Sur le 80%, nous n'avons pas parlé de votre chiffre ici, mais on sait que les gains faits en termes de diplomation et qualification sont surtout de qualification, me semble-t-il. Et il y aurait des questions à poser sur la capacité des jeunes à pouvoir s'insérer socialement et professionnellement avec ce type de qualification, et surtout de rester présents sur le marché du travail assez longtemps pour pouvoir en profiter. Et aussi pourquoi ces jeunes-là sont en qualification au lieu d'être dans une filière de diplomation. Il y aurait des questions à poser là-dessus. Mais bon. Et je suis toujours un peu, comment dire ça, de dire que les jeunes maintenant apprennent à connaître le savent à travers l'iPhone, ça m'interpelle. Je comprends que les jeunes puissent s'informer via l'iPhone et qu'ils connaissent et qu'ils puissent savoir à travers ça, ça m'interpelle un peu. Alors, je pense qu'on fait une distinction importante entre information, connaissance et savoir, parce que bon, on peut être très informé et ne pas connaître. On peut connaître et ne pas savoir. Il y a des distinctions, il y a des degrés là-dedans, puis je pense que c'est important de les... Bon, je vais juste remplacer ça. Vous avez soulevé quelque chose d'important, d'intéressant, et bon, les spécialistes avaient soulevé aussi, la diversité de toutes leurs violentes dans les besoins des jeunes, dans leurs attentes, leur motivation et tout ça. Et probablement le besoin du système éducatif de s'ajouter à ça en développant une offre de formation qui soit aussi diversifiée, intéressante et qui va dans des sens vraiment très, très différents. C'est vrai, mais en même temps, au Québec, j'ai l'impression qu'on va un petit peu dans le sens contraire, dans la mesure où on centre les apprentissages beaucoup maintenant sur la lecture, la thématique, les matières de base finalement, et particulièrement le milieu des favorisés. Donc, comment vous voyez un peu cette contradiction-là entre d'une part la diversification et le fait qu'on réfléchisse? J'aurais une petite question justement. Je pense qu'on n'aura plus le temps de répondre, mais dans le fond, on va les emmagasiner pour en fin de journée. Alors, je t'invite à nous les partager quand même, puis Laurier va partager la tienne et la tienne pour votre clore le sujet là-dessus. Alors, est-ce que tu peux en ajouter une dernière? Juste comme question. Peut-être juste une petite dernière. Oui, c'est ça, l'idée de la politique nationale, je suis très d'accord avec vous. Effectivement, ça nous prend au Québec. Et j'ai une question. Ce qui me semble important d'être là-dedans, c'est qu'on fasse de l'éducation une priorité nationale, parce que l'éducation, ça permet d'avoir une population en santé, une population critique, une population difficile à gouverner. Ça, c'est intéressant. Je vais juste dire un mot sur la question de le fait que dans le système éducatif actuel, on se ressent, c'est fondamentalement une question qu'il faille évaluer au sens de ce que Didier a dit tantôt. Le système éducatif ne peut pas actuellement tout faire seul lui-même. Il faut qu'il ait des partenaires très importants qui vont faire l'école, et il faut que l'école, quant à elle, reconnaisse que d'autres partenaires peuvent faire l'école avec un grand E. Et c'est ça notre difficulté, à mon avis, c'est un des nœuds dont vous parlez. On ne reconnaît pas comme lieu de formation ou comme formation d'autres modèles que le modèle qui serait probablement le socle commun de tous et chacun. Et ça, là, quand votre réaction autour de ça, c'est typique. C'est typique. Tout le monde, à chaque fois que je dis ça n'importe où, me dit « Attention, il faut distinguer. » Peut-être, mais rappelons-nous qu'actuellement, dans les classes de maternelle, quand un petit pou de 5 ans arrive et que lui, là, même quand il est en milieu défavorisé ou autrement, il est habitué
de glisser son doigt sur des appareils, qu'il a une façon, il programme les CD pour ses parents, et etc. Quand il arrive à l'école actuellement, les équipements sont désuets quand il en a. Alors il fait ça sur l'écran, on lui dit, ben ici, c'est pas comme ça. On freine son apprentissage, puis on met l'enseignant en dilemme éthique autour de ça. Parce que l'enseignant veut très bien et très certainement amener plus loin son élève, mais il n'en a pas toujours les moyens. Alors moi, je vais en profiter pour glisser sur une ou deux questions. Et naturellement, on va avoir l'occasion de revenir en cours de journée. C'était de se mettre en appétit. Alors, Laurier? Laurier Caron, Fédération des syndicats d'enseignants. Deux commentaires. D'abord, je lisais hier soir un excellent article de Claude Corbeau sur les 50 ans d'éducation qui nous rappelait qu'est-ce qui avait présidé à la grande réforme du parent. Puis je me disais, en lisant ce texte-là, qu'on est peut-être rendu à se poser les mêmes questions qu'on avait il y a 50 ans. Parce qu'il y a eu une dérive dans le système d'éducation, puis par rapport aux objectifs qui avaient été fixés à l'époque. Donc il y a une réflexion de fond à se faire, parce que même si on réussit mieux, il y en a de non-rouillés. L'autre intervention que je voulais faire, c'était concernant le trait d'union de Mme Rousseau sur réussite éducative versus réussite scolaire. Moi, je pense que ça ne faut pas opposer aujourd'hui réussite scolaire et réussite éducative. Mais il faut travailler justement sur cette relation, sur ce lien. Il y a un grand défi de ce côté-là. Je vous remercie d'avoir posé la question en ces termes. Alors, Périscope va nous aider parce que inter, c'est quand inter dans les liens. C'est bien expliqué ça. En fait, particulièrement pour l'ordre collégial, je pense qu'on bénéficierait d'un meilleur espace de dialogue entre les besoins du milieu et les besoins d'enseignants. Je pense que ça se fait pas juste dans mon niveau. Je pense que ça se fait mieux ensemble. Pour l'instant, les espaces de dialogue sont environ aux 10-15 ans lors d'une révision de programme. Et encore, les espaces sont assez récents. Moi, je pense que votre commentaire et l'ensemble de ce qu'on a entendu ce matin m'amène vraiment à la réflexion, si on avait un choix dans cette politique, en fait, c'est de pouvoir mieux ensacher des moments de temps, de dialogue et d'échange. Parce que je pense qu'il n'y a pas nécessairement de fermeture, mais comment on peut s'adapter et organiser la façon de faire pour être plus congruente au bénéfice finalement de nos élèves. Et je pense que l'espace-temps, l'espace-dialogue, organisation est à réfléchir. Alors, sur ce,